Quand les systèmes économiques sont sous tension, la question de la sécurité financière devient centrale. Comment fait-on pour protéger son patrimoine quand tout semble trembler? C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Dès 2011, un économiste, Michel Aglietta, a vraiment tiré la sonnette d'alarme. Il a parlé de désendettement global. Bon, c'est un terme un peu technique, mais en gros, ça décrit ce moment critique où tout le monde, les ménages, les entreprises, essayent de rembourser ses dettes en même temps. Résultat, l'économie se paralyse. C'est comme ça qu'une crise de la dette privée se transforme en un fardeau pour la société tout entière. Du coup, la question se pose. Si même les États se retrouvent en difficulté, vers quoi se tourner pour mettre son capital à l'abri? C'est vraiment le cœur de notre analyse. Alors, avant même de chercher un abri, il faut comprendre la tempête. On va prendre un peu de hauteur pour disséquer ensemble l'anatomie d'une crise financière majeure. En fait, on observe un schéma qui se répète quasi systématiquement. Ça commence souvent par une bulle spéculative privée, par exemple dans l'immobilier. Quand la bulle éclate, les États sont obligés d'intervenir pour éviter le chaos total, et du coup, ils absorbent les pertes. La dette ne disparaît pas, elle change juste de main, elle passe du privé au public, elle gonfle, et à la fin, elle pèse sur nous tous. Et attention, ce n'est pas juste de la théorie. Prenons l'exemple de l'Irlande après 2008. La dette du secteur privé a explosé pour atteindre 328% du PIB. 328% de la richesse annuelle du pays, c'est un exemple assez fou de la vitesse à laquelle une crise privée peut devenir une crise de la dette souveraine. Face à ce genre de risque à grande échelle, la réaction individuelle, c'est de chercher un refuge. Alors maintenant, on va se placer à l'échelle de l'investisseur pour voir comment il ou elle tente de se protéger. Le mot-clé ici, c'est valeur refuge. C'est un actif qui agit un peu comme un bouclier. Quand tout le reste s'effondre, il est censé, lui, rester stable, voire même prendre de la valeur. C'est un véritable abri financier pour traverser la tempête. Et dans cette catégorie, il y a deux géants qui s'affrontent depuis des siècles. L'or, le métal précieux par excellence, et l'immobilier, l'actif bien tangible, la pierre. Alors analysons un peu leurs forces et leurs faiblesses. Commençons par le plus ancien des deux, l'or. Depuis des millénaires, il est synonyme de richesse, de sécurité. Voyons voir si cette réputation est toujours justifiée aujourd'hui. Eh bien, l'histoire récente le confirme assez clairement. La crise de 2008, la crise de la dette en 2011, la pandémie en 2020, la guerre en Ukraine en 2022, à chaque fois qu'il y a une secousse mondiale, le réflexe est le même, une ruée vers l'or, qui fait mécaniquement grimper son cours. C'est un peu le baromètre de la peur sur les marchés. Ce qui rend l'or si spécial, c'est son indépendance. Sa valeur n'est pas liée aux promesses d'une entreprise ou d'un gouvernement. Il est liquide, il est universellement accepté et surtout, il existe en dehors du système financier traditionnel. Mais attention, l'or n'est pas parfait, loin de là. Il ne travaille pas pour son propriétaire. Il ne produit aucun revenu régulier, pas de dividendes, pas de loyer. Son seul potentiel de gain, c'est l'appréciation de son cours. Et ça le rend aussi vulnérable à la spéculation et donc à la volatilité à court terme. Allez, passons maintenant à l'immobilier. Si l'or est un bouclier, la pierre, elle, est souvent perçue comme une fondation solide, qui en plus peut générer des revenus. L'atout majeur de l'immobilier, c'est qu'il est productif. Il génère des loyers, c'est-à-dire un revenu concret, régulier. Et puis il y a l'effet de levier du crédit. On peut acheter un actif de grande valeur avec un apport de départ limité. C'est un outil très puissant pour se construire un patrimoine. Par contre, l'immobilier a ses propres contraintes. C'est un actif qui est tout sauf liquide, il est assez lourd à gérer au quotidien et sa valeur est très dépendante de l'économie locale. Un appartement à Paris ou une maison en Creuse, ce n'est pas la même chose. Et on ne peut pas vendre un bien immobilier en un clic en cas de besoin urgent, c'est certain. Bon, maintenant qu'on a vu les deux, mettons ces deux géants face à face. Ça va permettre de bien comprendre leurs rôles qui sont finalement très différents dans une stratégie patrimoniale. Ce tableau, il résume tout. La différence est fondamentale. L'or, c'est le coffre-fort. Son rôle est de préserver la valeur qui existe déjà. L'immobilier, c'est l'usine. Son but est de générer de la nouvelle richesse, notamment via les loyers. L'un est donc purement défensif et l'autre est productif. On voit aussi cette différence dans leur accessibilité. On peut commencer à investir dans l'or avec quelques centaines d'euros, sans problème. Pour l'immobilier, même pour un tout petit projet, il faut généralement compter au moins plusieurs milliers d'euros d'apport. La barrière à l'entrée n'est pas du tout la même. La fiscalité est aussi un point de divergence très important. Pour l'or, on a le choix. Soit une taxe assez simple sur le prix total de la vente, soit une taxe sur le bénéfice réel, qui devient nulle après 22 ans. Pour l'immobilier, c'est un autre régime, celui des plus-values, qui est aussi dégressif avec le temps. Dans les deux cas, on voit bien que la durée de détention est un facteur absolument clé pour optimiser la fiscalité. Donc,
La conclusion, ce n'est pas de choisir l'un contre l'autre. En fait, ces deux actifs ne sont pas des concurrents, ils sont complémentaires. Dans un patrimoine, l'un joue en défense pour protéger le capital et l'autre joue en attaque pour le faire grandir. Par exemple, un investisseur qui cherche avant tout la sécurité pourrait imaginer une répartition de ce type. Une base solide et productive avec l'immobilier et un important bouclier de protection avec l'or. C'est vraiment dans l'équilibre qu'on trouve la résilience. Parce qu'une chose est certaine, les crises sont cycliques. La prochaine n'est qu'une question de temps. La vraie question est donc de savoir comment on s'y prépare. Quelle stratégie, quel équilibre trouver pour se construire un refuge financier qui soit vraiment solide.